Trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Au cœur de l'Afrique se trouve une terre unique, une terre de contrastes saisissants. Des hauts plateaux verdoyants aux vallées du Rift, une nation façonnée par le mystère, la foi et le temps s'élève, l'Éthiopie. L'Éthiopie est l'une des plus anciennes civilisations de notre planète, où chaque époque a déposé sa mémoire. L'Éthiopie, c'est aussi des églises creusées dans la roche qui émergent du sol et où les récits d'anciens royaumes résonnent à travers les vallées montagneuses et les déserts de feu. Nous découvrons les merveilles les plus extraordinaires et les plus mystérieuses en Éthiopie. Des paysages surréalistes, de la dépression du Danakil aux cités sacrées qui gardent les secrets du passé. Un voyage à travers un pays où histoire, légende et nature se mêlent pour nous livrer un récit intemporel. Des montagnes abruptes, des vallées luxuriantes, des pâturages, des déserts arides traversés par le grand rift, berceau de l'humanité. Les Éthiopiens ont creusé plus de 200 églises troglodytes dans les falaises du Tigray, au nord-est du pays. Celle de Mariam Tengelat, isolée à 30 mètres de hauteur, dévoile ses magnifiques peintures après 400 ans d'oubli. À l'intérieur, les murs sont couverts de peintures merveilleusement conservées. On y retrouve de nombreux objets, dont un tableau réplique des tables de la loi. Mariam Tengelat est l'un des innombrables édifices qui ont été creusés par la main des chrétiens entre le VIe et le XIVe siècle au plus profond de la forteresse naturelle des montagnes de l'Abyssinie. À la pointe d'aiguille acérée, dans les plis des montagnes ou à flanc des falaises, invisibles à l'œil nu, repérables parfois à une porte de bois dans la paroi. Ces églises sont conçues sur un plan basilical à 3 nefs, dotées de piliers, d'arcs en plein cintre, hautes parfois de 10 mètres et décorées de fresques colorées évoquant les épisodes de la vie des saints éthiopiens. Ce chapitre n'est qu'un détail, car l'Éthiopie, née du royaume d'Aksum, plonge ses racines très loin dans l'histoire. L'histoire de l'Éthiopie résume l'histoire de l'humanité. À elle seule, elle nous décrit le génie de l'homme depuis le commencement. Guy Kael, historien et expert en civilisations africaines sur ETV, nous raconte l'Éthiopie. Première partie de son intervention.
Donc vous avez des rois d'Éthiopie qui vont aller au berceau du Christ, etc. Puis vous avez le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie qui va se convertir au christianisme et le christianisme va devenir la religion de l'empire éthiopien. Ça se passe avant même que Rome accepte le christianisme. On va parler par exemple de Saint Yared. Saint Yared, c'est un musicien éthiopien. Il a son sistre, il a son bâton. C'est lui qui a fondé la musique sacrée de l'église éthiopienne. Au du 6e siècle après Jésus-Christ jusqu'à nos jours, il est représenté avec son bâton et vous avez 3 oiseaux qui lui envoient les messages du ciel. Donc c'est cet homme-là qui va créer l'hymnologie sacrée des Éthiopiens jusqu'à aujourd'hui. Il est le premier aussi qui a utilisé des partitions, des instruments qu'il utilisait. Vous avez le kébéro, le tambour, vous avez le sistre et le bâton de prière qu'on appelle le makwamia. On part de Saint Yared, on continue, on avance. On va jusqu'à la dynastie des rois Zagoué. Les rois Zagoué, c'est 11 rois qui vont se succéder et qui vont donner naissance à une dynastie qu'on appelle donc les Zagoué, qui va être du 10e au 13e siècle, qui va faire l'interrègne, parce que jusque-là c'était la dynastie de Salomon, mais du 10e au 13e siècle, il y aura une dynastie concurrente, les Zagoué, qui va régner. Et dans cette dynastie, il y a un grand roi qu'on appelle le roi Lalibela, qui va construire des super églises, d'où la ville de Lalibela. Mais ce sont surtout des rois qui vont régner sur l'Éthiopie pendant 333 ans. C'est ces rois-là qui vont aussi construire donc la grande ville de Lalibela, qui est considérée comme la 8e merveille du monde. L'église qu'on appelle Bete Georgis est taillée dans le roc, mais du haut vers le bas. Il y a des passages souterrains, il y a des sentiers qui vous amènent. C'est la seule église au monde qui ne sont pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. On continue, on peut traverser le temps. Et on va arriver jusqu'à nos contemporains, par exemple Ménélique Ier et puis le Ras Makonnen. Donc Ménélique Ier s'est battu en fait contre les Italiens à Adoua en 1896. Il y a eu une grande bataille, une première grande bataille parce qu'il y en a eu plusieurs. Cette première-là, elle a été gagnée par les Éthiopiens. Ça a été une révolution dans le monde entier de voir une armée africaine déchouquer une armée européenne vraiment qui était moderne. Voilà, le Ras Makonnen, c'est le père d'Haïlé Sélassié. Le chef de guerre de Ménélique II, c'est lui qui va remporter cette bataille d'Adoua. Alors ensuite, on arrive jusqu'à Haïlé Sélassié Ier. Lui qui est le fils du Ras Makonnen, c'est lui qui va être couronné le 2 novembre 1930, roi des rois d'Éthiopie. Lui, il est le 225e descendant du roi Salomon et de la reine de Saba, et donc il va régner sur l'Éthiopie de 1930 à 1974. Pendant ces 40 ans de règne, on va dire, c'est quelqu'un qui va même être divinisé par le mouvement Rastafari, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle très très important dans l'histoire moderne et qui va d'ailleurs mettre en place ce qu'on appelle l'OUA. Aujourd'hui on dit l'UA, l'Union africaine. Avant on disait l'OUA, l'Organisation de l'unité africaine. C'est lui qui va mettre ça en place à Addis Abeba en 1963. Il va réunir 32 chefs d'État africains et il va créer ce qu'on pourrait appeler un peu les États-Unis d'Afrique. Et c'était là le but. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont mal joué. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu réaliser ce rêve-là d'unir toute l'Afrique et de fédérer nos richesses et nos potentialités pour créer vraiment une Afrique forte et puissante. Les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui ont été faites par les Occidentaux. Le seul pays n'ayant pas été colonisé étant l'Éthiopie. Les autres pays ont été colonisés en étant dessinés. Toi, tu prends ci, la France prend ça. Chacun avait son petit lot de pays et l'Éthiopie restait incontrôlable. C'est pourquoi les Italiens sont allés l'attaquer en estimant qu'eux, ils n'avaient pas un patrimoine aussi puissant que la France, par exemple. Il y a 14 pays africains qui ont été colonisés par la France. L'Angleterre aussi avait de nombreux pays, etc. Les Italiens étaient un peu lésés. Donc pour eux, ils avaient besoin d'agrandir leur espace vital. Ils ont décidé d'aller attaquer l'Éthiopie. Et donc en 1941, Haïlé Sélassié a remporté la victoire sur les Italiens. Elle ne sera pas colonisée, elle sera occupée. Haïlé Sélassié n'a pas signé d'armistice, comme quoi il reconnaît la colonisation de l'Éthiopie par l'Italie. Donc c'est un pays qui a été occupé, mais non pas colonisé. Des fouilles archéologiques ont mis au grand jour des ossements et des artefacts datés de plus de 4 millions d'années. L'Éthiopie est connue par le caractère profondément endogène de ses religions, mais surtout comme le berceau de l'humanité. Aïda Garanaou nous emmène faire un tour au Musée national d'Éthiopie.
Situé dans la capitale d'Addis Abeba, le musée abrite les trésors artistiques de l'Éthiopie. Il contient de nombreuses découvertes archéologiques locales. L'exposition permanente est destinée à devenir le principal pôle du musée national d'Éthiopie. Je m'appelle Tamimou, je suis de nationalité togolaise. Je suis en Éthiopie depuis 5 ans. Je viens d'arriver, j'ai fait la première visite au sous-sol et j'ai découvert des choses très intéressantes, à savoir les squelettes de nos ancêtres qu'on a retrouvés en Éthiopie et les squelettes de certains animaux très féroces. Je pense que c'est très intéressant à partir du moment où on doit connaître notre histoire. Ça prouve vraiment qu'il y a les gens qui ont vécu des années lointaines avant nous et que ça inspire. C'est vraiment intéressant. Je voulais découvrir qu'est-ce qui est caché. Est-ce que les images que je vois sur Facebook, c'est réel? L'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. Lucy donc a été découverte en 1974 près du village de Haddar dans la vallée d'Awash, du triangle d'Afar en Éthiopie, de la fouille à Dikika, quelques kilomètres au sud de Haddar, et d'autres restes squelettiques âgés de 3 ans dont les os ont été découverts. Aux côtés de Lucy, on retrouve d'autres célébrités. Hardy, le plus ancien squelette d'hominidé connu à ce jour, vient de 4,4 millions. L'héritage africain massif d'Afor Takli, tableau qui représente la rencontre de Salomon et de Saba, des costumes de cérémonie offerts par la dynastie des Salomon et leurs proches, des œuvres d'art dans un ordre chronologique, des œuvres traditionnelles aux œuvres contemporaines. De plus, le deuxième étage contient une collection d'art et d'artisanat séculière, y compris des armes traditionnelles, des bijoux, des ustensiles, des vêtements et des instruments de musique. En 1936, le concept de musée a été introduit pour la première fois en Éthiopie lors de l'ouverture de l'exposition. Ici, le musée tente de donner un aperçu de la richesse culturelle et la variété des peuples d'Éthiopie. Ces collections présentées ici remontent à ce que nous appelons la période pré-Axumite, premier millénaire avant notre ère jusqu'au XVIe siècle et à la période médiévale. Il y a au total 63 arts. À cette époque, l'empereur Théodros et l'empereur Ménélique ont symbolisé que l'Éthiopie était unie ensemble. Le trône de l'empereur Haïlé Sélassié a été utilisé par Haïlé Sélassié I, qui était l'empereur d'Éthiopie de 1930 à 1974. J'ai toujours souhaité voir dans mon pays une exposition d'un tel niveau et c'est un très bon début pour nous. Je suis convaincu que ce sera un très bon début pour de nouvelles recherches et pour développer d'autres sections à de plus haut niveau. La collection est également connue sous le nom de Dinkenesh, ce qui signifie vous êtes merveilleux en langue amharique. La sélection d'œuvres d'art éthiopiennes célèbre des monastères d'Aksum, de Lalibela et de Tana, ainsi que des reliques du règne de Haïlé Sélassié. L'un des principaux objectifs du musée est de présenter des artefacts sélectionnés dignes d'être exposés en utilisant les meilleures techniques d'affichage disponibles comme moyen d'éducation et de plaisir pour le grand public. Presque tous les objets ont des légendes afin que les visiteurs puissent en apprendre davantage sur la riche histoire de la nation. Le musée contrôle également l'exportation de reliques historiques et culturelles à l'étranger, c'est-à-dire qu'il enquête sur les souvenirs achetés par les touristes et autres visiteurs afin de protéger les patrimoines de l'exportation à l'étranger. Nous ne pouvons évoquer l'Éthiopie sans citer Suleiman. De la prophétie est née une longue lignée. Les récits légendaires du roi Salomon et de la reine de Saba demeurent encore fascinants. Bien qu'évoqués dans l'ensemble des versets des religions monothéistes, certains se posent la question à propos de l'existence du roi Salomon. Pourtant, en 1993, la découverte archéologique de basalte noir avec l'inscription « Maison de David » a contribué à l'affirmation des textes bibliques et des textes coraniques. Les découvertes successives affirment l'existence du royaume de Salomon. Ses descendants, cités dans les pages de nos livres d'histoire, sont aussi une preuve concrète et une affirmation tangible que l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba a bel et bien existé. Guy Kael, expert en cultures africaines, nous emmène au pays de Salomon et de la reine de Saba, l'histoire d'une rencontre.
Alors l'Éthiopie, c'est un pays qui se situe dans la corne de l'Afrique. Eh bien, vous avez une corne comme une corne de rhinocéros, la puissance. Et c'est dans cette corne-là que se situe l'Éthiopie. Juste à côté, vous avez le Yémen. Et puis, il y a différentes nations qui faisaient partie de l'Éthiopie ancienne, telles que l'Érythrée, la Somalie. Donc l'Éthiopie, elle est située dans la corne orientale du continent africain. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait des échanges commerciaux entre les différents pays. Et la reine de Saba avait des commerçants qui faisaient de voyages, qui allaient un peu par-ci, par-là, chercher différents produits et aussi amener les produits de l'Éthiopie. Il y a un commerçant qui s'appelle Tamrin et il a vu comment la cour royale de Salomon était organisée. Et lui-même, il parlait au roi Salomon de la reine d'Éthiopie qui est vraiment extraordinaire, pleine de sagesse, très très riche et très belle. Donc Salomon déjà avait entendu parler de la reine par le commerçant en question et la reine a entendu parler de Salomon par ce même commerçant. Et la reine qui était amoureuse de la sagesse, quand elle a entendu parler de la sagesse de Salomon, elle a dit non, il faut absolument qu'elle aille voir s'il est aussi sage qu'on le prétend. Donc elle a décidé de faire le voyage et d'aller à la rencontre du roi Salomon pour le questionner, lui donner des énigmes et voir à peu près. Donc elle est allée avec toute sa cour royale, avec pas mal de gens qui l'accompagnaient. Et puis elle a fait cette traversée. Eh bien, ils se sont appréciés mutuellement. Le roi Salomon a vu cette merveille et lui-même était époustouflé par la sagesse aussi de cette femme. Lorsqu'il a rencontré la reine de Saba, il s'est passé quelque chose de spécial. C'est en Éthiopie qu'on a trouvé d'ailleurs les plus anciens représentants de l'espèce humaine en termes d'archéologie. Eh bien, on a trouvé par exemple Lucie, que les Éthiopiens appellent Dikenesh. Alors, il y a 3 répliques de Lucie dans le monde. Il y a celui qu'on appelle Idaltu, qu'on a trouvé en Éthiopie, qui est considéré aussi comme l'ancêtre de l'humanité actuelle. L'Éthiopie est considérée, du point de vue scientifique, archéologique, comme étant le berceau de l'humanité par rapport à toutes ces trouvailles qu'on trouve là-bas, qui sont faites chaque année. On retrouve des ossements de plus en plus anciens. Il y a aussi Selam, qui est moins connu, mais qui est plus ancienne que Lucie. En fait, c'est une nation, effectivement, qui est restée libre et souveraine à travers ces milliers d'années d'histoire. Eh bien, elle a su garder son indépendance. Alors, c'est dû non seulement à son caractère au niveau géographique, parce que l'Éthiopie est entourée de grandes montagnes. Ça fait comme un bouclier naturel. Les montagnes qui dépassent les 4000 mètres, c'est une force aussi. Et puis, il y a aussi le fait que ce soit un pays qui soit uni, très très spirituel, très fort dans sa foi, avec aussi un système politique qui a longtemps dominé pendant plus de 3000 ans, c'est la royauté. Et donc, avec son roi et avec sa religion, avec sa spiritualité, l'Éthiopie était équipée, je dirais, spirituellement et intellectuellement et physiquement même, pour résister aux assauts de différents colonisateurs. Il y a des dizaines et des dizaines de langues, mais il y a une langue qui émerge plus que les autres parce qu'elle est officialisée par le gouvernement, c'est l'amharique. L'amharique, c'est une langue qui dérive du Gèze. Le Gèze, c'est la langue ancienne de l'Éthiopie, c'est une langue savante aujourd'hui, c'est réservé pour la liturgie, c'est une langue religieuse, mais au départ, c'était l'ancienne langue. Ils utilisent un alpha-syllabaire qu'on appelle le fidèle. L'alpha-syllabaire, chaque signe a une valeur, a une signification. Avec les caractères du fidèle, vous pouvez lire le Gèze, vous pouvez lire l'amharique, vous pouvez lire le tigréen, vous pouvez lire 3 langues différentes avec les mêmes caractères. On a parlé tout à l'heure du commencement, c'est-à-dire l'origine de l'homme. On va quitter ces temps vraiment très très reculés pour arriver un peu plus proche de nous avec la naissance de la dynastie salomonienne. Tout le monde connaît un peu l'histoire de Salomon. Il y a le côté légende, le côté historique du point de vue donc de l'Éthiopie. C'est un personnage historique qui va donner naissance à un autre personnage historique qui s'appelle Ménélique Ier. Quand on recoupe tous ces textes-là, il y a de fortes chances quand même que ce soit des personnages historiques. Par exemple, la reine de Saba, elle a longtemps été perçue comme un personnage légendaire et pourtant on a retrouvé maintenant des traces concrètes de son passage. Il y a des choses concrètes qui remonte à l'époque de la reine de Saba et du roi Salomon. La reine de Saba, c'est la reine d'Éthiopie. C'est une reine très ancienne qui existait 1000 ans avant Jésus-Christ. Et cette reine-là, elle a rencontré le roi Salomon. De cette rencontre, il y aura une histoire d'amour qui va naître. Dans cette rencontre, il va naître un fils. Ce fils-là va s'appeler Ménélique. On commence avec Ménélique et on arrive jusqu'à Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié étant le 225e successeur de Ménélique Ier. Africa.
drum that beats within your chest. I am the breath of the savannah, the thunder over the mountains. I am Africa, eternal, fierce, and divine. Le gouvernement éthiopien a lancé et mis en place une campagne visant à préserver, restaurer et présenter 6 sites importants, dont 4 ont été placés sur la liste du patrimoine mondial. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a inscrit au patrimoine mondial le paysage culturel du pays Gédéo en Éthiopie. Il comprend notamment une forêt protégée depuis de nombreuses générations, connue pour un modèle de culture multicouche pratiqué depuis des siècles par les Gédéos, un peuple autochtone également exemplaire pour ses connaissances en matière de conservation de l'écosystème et de fertilité des sols. L'Éthiopie est un creuset religieux où le christianisme historique orthodoxe côtoie un islam qui représente une force majeure. En se penchant sur la géographie des religions en Éthiopie, on peut être frappé par leur nette délimitation en 3 blocs, entre un nord majoritairement chrétien, un est musulman et des provinces méridionales partagées entre protestantisme et religion traditionnelle. Il serait pourtant trompeur de réduire les religions éthiopiennes à cette répartition, tant les situations des coexistences sont nombreuses, en particulier dans les zones les plus peuplées du pays. En Éthiopie, les divisions religieuses sont spatiales et historiques. C'est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé. Ses frontières actuelles ne découlent pas du découpage colonial. Et de nos jours, l'Éthiopie prospère, raconte son histoire et se bat encore pour la restitution de ses biens culturels. Le patrimoine civilisationnel de l'Éthiopie est l'un des plus riches et des plus anciens de l'humanité. Une grande partie du patrimoine éthiopien a été spoliée. Et parmi les œuvres arrachées à leurs propriétaires, nous pouvons compter d'innombrables objets, notamment les tablettes sacrées appelées tableaux. Ce sont des répliques de l'Arche d'Alliance exposées au British Museum qui refusent catégoriquement leur restitution. Parmi les œuvres spoliées, nous pouvons compter également les couronnes royales. La couronne de Magdala de l'empereur Théodros II exposée au Victoria and Albert Museum à Londres. Des répliques du prince Alemayehu, telles que des mèches de cheveux ou d'autres objets personnels du fils de l'empereur ramenés en Grande-Bretagne après sa mort. Toutes ces reliques font l'objet de demandes de transfert. Des manuscrits et des artefacts archéologiques, souvent pillés durant la bataille de Magdala en 1868, saisis par les forces britanniques contre l'empereur Théodros II, marquant le début d'une dispersion massive exposée dans les musées et dans des collections privées occidentales. Environ 468 artefacts pillés lors de cette bataille restent réclamés par l'Éthiopie. La restitution est vue comme un impératif moral pour réparer les torts historiques et reconnaître la dignité des peuples spoliés. C'était Trésor d'Afrique, un numéro spécial consacré à l'Éthiopie. N'oubliez surtout pas qu'Ifriqiya FM, c'est la voix africaine. I am
in your dreams, in your being. For I am Africa, and I am eternal.